Vous croyez être éveillé. Pourtant, ce monde que vous touchez, que vous voyez, que vous nommez réel, n'est peut-être qu'un rêve plus dense, plus lent, plus épais, une continuité si stable qu'elle vous rassure, mais qui n'a jamais été interrogée en profondeur. Chaque nuit, vous entrez dans des mondes qui semblent vrais, cohérents, habités, et vous n'en doutez pas. Ce n'est qu'au moment du réveil que l'illusion se révèle. Alors, une question s'impose, silencieuse mais troublante. Qu'est-ce qui vous garantit que ce moment-ci n'est pas du même ordre? Le rêve éveillé n'est pas seulement une métaphore poétique. C'est une hypothèse philosophique, spirituelle, presque vertigineuse. Celle que votre réalité pourrait être une couche parmi d'autres, une expérience structurée par votre perception plus que par une vérité absolue. La frontière entre le rêve nocturne et la réalité diurne devient alors floue, fragile, presque arbitraire. Vous appelez réel ce qui dure, ce qui se répète, ce qui résiste. Mais est-ce une preuve ou simplement une habitude? Ce soir, nous n'allons pas chercher à fuir ce monde, ni à le nier. Nous allons simplement l'observer autrement, jusqu'à ce qu'une fissure apparaisse, et que, peut-être, une autre forme de lucidité commence à émerger. La texture du rêve éveillé. Rien, dans ce que tu appelles réalité, ne t'est donné directement. Tout apparaît comme une évidence, mais cette évidence est le résultat d'un travail invisible, silencieux, continu. Ce que tu vois n'est pas le monde, c'est une interprétation du monde. Une construction fluide, instantanée, si parfaitement ajustée qu'elle te semble solide. Ton regard ne capte pas la réalité brute. Il assemble des fragments, comble des vides, stabilise des mouvements, jusqu'à créer une scène cohérente dans laquelle tu peux exister sans te perdre. Et cette cohérence, tu l'as confondue avec la vérité. Chaque forme que tu reconnais est une habitude. Chaque objet que tu nommes est une mémoire. Tu ne vois pas une chose pour la première fois. Tu reconnais ce que ton esprit a déjà appris à organiser. Ainsi, la réalité devient une répétition subtile, une continuité rassurante où rien ne semble surgir du néant. Pourtant, sous cette surface, tout est instable. Tout est en train de se recomposer à chaque instant sans que tu n'en sois conscient. Ce que tu appelles maintenant n'est pas un point fixe. C'est une reconstruction permanente. Le rêve nocturne fonctionne de la même manière. Lorsque tu rêves, tu ne perçois pas un monde extérieur. Tu produis une réalité complète, avec ses lois, ses émotions, ses logiques internes. Tu y crois sans hésiter. Tu n'as pas besoin de preuves. Le rêve ne te demande pas de vérifier. Il te suffit d'y être pour qu'il devienne réel. Tu marches, tu ressens, tu réagis. Tout semble normal, jusqu'au moment où quelque chose se fissure, où une incohérence apparaît, où le réveil survient. Et soudain, ce qui était évident devient illusion. Mais ce basculement pose une question que tu évites instinctivement. Pourquoi fais-tu confiance à ton état d'éveil plus qu'à ton rêve? Sur quoi repose cette certitude? Sur la durée? Sur la stabilité? Sur la répétition? Pourtant, ces critères ne sont pas des preuves, ce sont des habitudes renforcées. Le rêve nocturne est bref, instable, imprévisible. L'éveil est long, structuré, cohérent. Mais la différence n'est pas dans leur nature, elle est dans leur continuité. L'un dure moins longtemps que l'autre, voilà tout. La texture de ton expérience change, mais le mécanisme reste identique. Dans les deux cas, une conscience observe une réalité qu'elle considère comme vraie tant qu'elle ne s'effondre pas. Dans les deux cas, tu es immergé dans une scène dont tu ne remets pas en question l'existence. Dans les deux cas, tu es pris dans une narration qui te semble évidente. Alors la frontière que tu établis entre rêve et éveil devient fragile. Elle ne repose pas sur une différence fondamentale, mais sur une intensité différente,
une densité plus marquée, une cohérence plus persistante. Ce monde que tu touches semble plus solide parce qu'il résiste. Il ne disparaît pas quand tu détournes le regard. Il ne se transforme pas instantanément sous l'effet d'une pensée. Il impose une inertie, et cette inertie te rassure. Elle te donne l'impression d'être face à quelque chose d'extérieur, d'indépendant. Pourtant, cette résistance pourrait n'être qu'une règle interne plus rigide, une structure plus stable, mais pas nécessairement plus réelle. Un rêve peut être fluide ou figé. Celui que tu vis les yeux ouverts semble simplement plus lent à changer. Regarde plus attentivement. Les souvenirs se modifient. Les perceptions varient selon ton état intérieur. Deux personnes ne voient jamais exactement la même chose. Ce que tu appelles réalité objective est en fait une convergence d'interprétation, une entente implicite entre consciences qui partagent une même structure perceptive. Mais cette entente n'est pas une preuve d'absolu, elle est une synchronisation, une cohérence collective. Même le temps que tu considères comme une ligne stable n'est qu'une expérience subjective. Il s'étire, se contracte, disparaît dans certaines situations. Une minute peut sembler une éternité, une heure peut passer sans trace. Cette plasticité du temps est une signature du rêve, et pourtant elle existe aussi dans ton éveil. Ce qui te semble linéaire est en réalité malléable. Ce qui te semble fixe est en réalité ajustable. Alors, une idée commence à émerger, doucement, sans bruit. Ce que tu vis en ce moment possède toutes les caractéristiques d'un rêve, sauf une. Il ne s'arrête pas quand tu ouvres les yeux. Mais si ce critère disparaissait, si tu ne te réveillais jamais de ce rêve-ci, aurais-tu la moindre raison de le remettre en question ? Ta certitude d'être éveillé repose sur une absence de rupture. Tu continues, donc tu crois. Tu avances, donc tu affirmes. Mais cette continuité pourrait être le piège le plus subtil, car un rêve qui ne s'interrompt pas devient une réalité, non pas parce qu'il change de nature, mais parce qu'il ne laisse aucune distance pour être observé comme tel. La texture du rêve éveillé est donc plus dense, plus stable, plus cohérente, mais pas fondamentalement différente. C'est une illusion qui dure suffisamment longtemps pour ne plus être perçue comme une illusion. Une expérience qui se prolonge au point de devenir une référence. Et dans cette prolongation, tu t'installes, tu construis ton identité, tes repères, tes certitudes. Mais si cette base elle-même est mouvante, alors tout ce que tu construis dessus devient relatif. Non pas faux, mais fragile. Non pas inutile, mais conditionné. Tu continues à vivre, à agir, à ressentir, mais avec une fissure nouvelle, presque imperceptible, une ouverture dans laquelle une autre compréhension peut apparaître. Tu n'as pas besoin de rejeter ce monde pour commencer à le voir autrement. Il suffit de suspendre un instant cette certitude absolue que tu lui accordes. Il suffit d'accepter que ce que tu vis pourrait être une couche parmi d'autres, une fréquence particulière d'une expérience plus vaste. Et dans cette suspension, quelque chose change. Ce n'est pas le monde qui se transforme, c'est ton rapport à lui. La rigidité se relâche, l'évidence se fissure. Et derrière cette fissure, une question reste, silencieuse, persistante, impossible à refermer complètement. Et si tout cela n'était qu'un rêve qui a appris à durer ? Les maîtres anciens de l'illusion. Bien avant que la science ne commence à douter de la solidité du monde, des esprits solitaires avaient déjà fissuré l'évidence. Ils n'avaient ni instrument, ni laboratoire, ni équation, mais ils possédaient quelque chose de plus dérangeant encore, une capacité à observer sans se laisser hypnotiser par ce qu'ils voyaient. Leur regard ne s'arrêtait pas à la surface des choses. Il traversait les formes, les concepts, les certitudes, jusqu'à toucher ce qui ne peut être saisi.
Et ce qu'ils ont perçu n'était pas rassurant. Ce n'était pas un monde stable, définitif, absolu. C'était un voile, une apparence, une scène dont la profondeur échappe à celui qui s'y identifie. Certains ont nommé ce voile Maya, non pas comme une simple illusion au sens trivial, mais comme une puissance cosmique capable de donner à l'irréel l'apparence du réel. Maya ne trompe pas par mensonge, elle fascine par cohérence. Elle ne détruit pas la vérité, elle la recouvre d'une évidence si parfaite qu'elle devient invisible. Ainsi, le monde ne serait pas faux, mais interprété. Non pas inexistant, mais mal compris. Une projection stable, soutenue par une conscience qui oublie qu'elle en est la source. Ceux qui ont contemplé cette idée ne l'ont pas fait pour fuir le monde, mais pour comprendre pourquoi il semble si solide alors qu'il repose sur quelque chose de plus subtil. Ils ont observé que tout ce qui apparaît disparaît, que tout ce qui naît meurt, que toute forme se transforme. Et pourtant, derrière ce flux, une continuité demeure, une présence silencieuse qui ne change pas, une conscience qui regarde le mouvement sans être elle-même emportée. Alors, la question a émergé. Si tout ce qui est perçu est instable et que seul le percevant reste, où se trouve la réalité véritable? D'autres ont poussé cette interrogation encore plus loin. Ils ont vu que l'existence entière possède la texture d'un rêve. Non pas un rêve au sens d'une illusion fragile, mais au sens d'une expérience vécue intensément sans être fondamentalement solide. Ils ont remarqué que les attachements, les peurs, les désirs prennent naissance dans une identification à ce qui change, et que cette identification crée la souffrance, non pas parce que le monde est cruel, mais parce qu'il est impermanent. L'image du rêve s'est imposée naturellement, car le rêve nocturne révèle quelque chose que l'éveil dissimule, la capacité de la conscience à produire une réalité complète, crédible, immersive, sans support extérieur apparent. Lorsque tu rêves, tu n'as pas besoin d'un monde réel pour ressentir. Tu vis, tu agis, tu souffres, tu aimes, dans une scène qui disparaît au réveil. Et pourtant, pendant qu'elle se déroule, elle est indiscutable. Alors certains ont osé poser une question interdite. Et si ce que tu appelles éveil fonctionnait selon le même principe, mais avec une stabilité accrue? Et si la différence entre rêve et réalité n'était pas une différence de nature, mais de durée, de densité, de cohérence? Une histoire ancienne raconte un homme qui rêva qu'il était un papillon. Il volait librement, porté par le vent, sans se poser de questions. Puis il se réveilla, redevenu homme. Mais une confusion subsista. Était-il un homme ayant rêvé être un papillon, ou un papillon rêvant qu'il était un homme? Cette question ne cherche pas une réponse logique. Elle brise une certitude. Elle introduit un doute irréversible dans la structure même de l'identité. Car ce que tu appelles toi dépend de l'état dans lequel tu te trouves. Dans le rêve, tu es une autre version de toi-même. Dans l'éveil, tu assumes une continuité. Mais cette continuité pourrait n'être qu'une habitude de mémoire. Une narration qui se prolonge suffisamment longtemps pour devenir crédible. Certains mystiques ont perçu le monde comme un symbole, non pas un objet à prendre littéralement, mais un langage à déchiffrer. Chaque événement, chaque rencontre, chaque mouvement devient alors un signe, une expression, un reflet de quelque chose de plus profond. La réalité visible cesse d'être une fin, elle devient un passage, une surface derrière laquelle se cache une dimension plus essentielle. Ils n'ont pas rejeté le monde, ils l'ont regardé autrement. Là où d'autres voyaient des faits, ils voyaient des significations. Là où d'autres voyaient des objets, ils voyaient des reflets. Et dans cette lecture nouvelle, la réalité perdait sa rigidité. Elle devenait fluide, ouverte, traversée par une intelligence plus vaste que ce qu'elle semblait montrer.
cette vision transforme tout. Elle ne nie pas la douleur, ni la joie, ni l'expérience. Elles changent leur statut. Elles ne sont plus des absolus, elles deviennent des manifestations, des mouvements dans un champ plus large, des vagues à la surface d'une profondeur silencieuse. Ceux qui ont compris cela n'ont pas cherché à convaincre. Ils savaient que cette perception ne peut être imposée, elle doit être vue, et pour être vue, elle exige une rupture intérieure, une suspension des certitudes, un regard capable de se détacher de ce qu'il observe, car le piège n'est pas dans le monde, il est dans l'identification. Tant que tu te prends pour ce que tu vois, tu restes enfermé dans la scène. Mais dès que tu reconnais que tu es aussi celui qui regarde, quelque chose s'ouvre, une distance apparaît, une lucidité nouvelle émerge. Et dans cette lucidité, le monde ne disparaît pas. Il change de nature, il devient plus léger, plus fluide, moins absolu, comme un rêve dont tu commences à percevoir les mécanismes sans en sortir complètement. Les anciens n'ont jamais dit que le monde n'existait pas. Ils ont dit qu'il n'est pas ce que tu crois. Ils ont dit que tu dors. Mais les yeux ouverts, ils ont dit que le réveil n'est pas un événement spectaculaire, mais une transformation du regard. Ce qu'ils ont laissé n'est pas une doctrine, c'est une fissure, une invitation à douter de ce qui semble indiscutable, une porte entr'ouverte vers une perception plus vaste. Et si leurs paroles traversent encore le temps, ce n'est pas parce qu'elles apportent des réponses, c'est parce qu'elles posent une question que rien ne peut refermer complètement. Et si ce que tu appelles réalité n'était qu'un rêve qui n'a pas encore été reconnu comme tel? La physique du rêve. Quelque chose a basculé lorsque la science a cessé de chercher un monde solide pour découvrir un monde incertain. Ce qui semblait être une architecture stable, composée de briques élémentaires fixes, s'est lentement dissous en un tissu de possibilités. La matière, autrefois considérée comme dense et définitive, s'est révélée étrange, presque insaisissable, comme si elle refusait d'exister pleinement tant qu'elle n'était pas regardée. Ce renversement n'a pas seulement modifié la physique, il a fissuré la manière même dont l'esprit humain conçoit la réalité. Au cœur de cette transformation, une idée dérangeante. Ce que tu appelles un objet n'est pas une chose en soi, mais une probabilité qui s'actualise. Avant d'être perçu, il n'est pas vraiment là, du moins pas sous la forme que tu lui connais. Il flotte dans un état indéterminé, une superposition de possibilités, comme un rêve encore flou avant de prendre forme. Et lorsque ton regard se pose, quelque chose se fixe, une version parmi d'autres devient réelle. Mais cette réalité n'était pas prédéterminée, elle s'est cristallisée au moment de l'observation. Cette idée bouleverse tout, car elle introduit une participation du regard dans la formation du monde. Tu n'es plus un simple spectateur passif face à une réalité extérieure. Tu es impliqué. Ton observation n'est pas neutre. Elle sélectionne, elle stabilise, elle donne forme. Et ce processus ressemble étrangement à ce qui se produit dans un rêve. Lorsque tu rêves, la scène ne préexiste pas à ton expérience. Elle se déploie en même temps que tu la vis. Les détails apparaissent au fur et à mesure, comme s'ils étaient générés par ton attention. Tu n'as pas besoin de construire consciemment le décor. Il se construit tout seul, en réponse à une dynamique intérieure. Et tant que tu ne questionnes pas cette réalité, elle reste cohérente. Alors une analogie troublante émerge. Et si ton état d'éveil fonctionnait selon un principe similaire, mais à une échelle plus vaste, plus lente, plus stable? Et si ce que tu perçois comme un monde extérieur était en réalité une interaction entre un champ de possibilités et une conscience qui les actualise? Le rôle de l'observateur devient alors central.
non pas au sens d'un individu séparé qui impose sa volonté, mais au sens d'une présence qui, en regardant, transforme. Ce que tu crois être une réalité indépendante pourrait dépendre, au moins en partie, de l'acte même de la percevoir. Sans regard, rien ne se fixe. Sans attention, rien ne se stabilise. Cette idée ne signifie pas que tu contrôles tout. Elle signifie que la réalité n'est pas totalement indépendante de toi. Elle est relation, interaction, co-création silencieuse entre ce qui est possible et ce qui est perçu. Le temps lui-même commence à perdre sa rigidité dans cette perspective. Il n'apparaît plus comme une ligne absolue, mais comme une dimension relative, dépendante du point de vue. Certaines équations suggèrent qu'il pourrait ne pas exister de manière fondamentale, mais émerger d'un ordre plus profond. Ce que tu vis comme une succession pourrait n'être qu'une manière particulière de percevoir une totalité déjà là. Dans un rêve, le temps est malléable. Quelques secondes peuvent contenir une histoire entière. Des années peuvent te sembler passer en un instant. Et pourtant, pendant le rêve, cette incohérence ne te dérange pas. Elle devient naturelle. Ce n'est qu'au réveil que tu réalises que la structure temporelle était différente. Alors, une autre question surgit. Si le temps de ton éveil était lui aussi une construction, comment le saurais-tu ? Sur quoi pourrais-tu t'appuyer pour affirmer qu'il est absolu ? La frontière entre réel et simulé devient également floue. Les technologies modernes permettent déjà de créer des environnements immersifs où la perception est trompée. Plus ces simulations deviennent précises, plus elles posent une question dérangeante. Si une expérience est indistinguable de la réalité, en quoi serait-elle moins réelle ? Si tu entres dans un monde parfaitement cohérent, où tes sens sont satisfaits, où les lois semblent stables, où ton identité se maintient, qu'est-ce qui te permet de dire que ce monde est artificiel ? La distinction entre simulation et réalité repose sur une référence extérieure. Mais si cette référence disparaît, la différence s'effondre. Peut-être que la question elle-même est mal posée. Peut-être que le réel n'est pas défini par son origine, mais par l'expérience qu'il produit. Peut-être que ce que tu appelles réalité a toujours été une forme de simulation. Non pas au sens d'un programme informatique, mais au sens d'une représentation construite, cohérente, immersive. Cette hypothèse ne détruit pas le monde. Elle le rend plus mystérieux. Elle suggère que ce que tu perçois n'est pas la chose en soi, mais une interface, une traduction, une manière pour quelque chose de plus profond de se rendre accessible. Et cette interface pourrait fonctionner selon des règles qui ressemblent à celles d'un rêve. Une logique interne, une cohérence, une capacité à évoluer, à se transformer, à réagir à l'observation. Alors, peu à peu, une idée s'installe. Elle ne s'impose pas, elle ne crie pas, elle murmure. Ce que tu vis n'est peut-être pas une réalité figée, mais un processus, une dynamique, un champ en mouvement qui prend forme à travers ton regard. Tu continues à marcher, à parler, à ressentir, rien ne disparaît. Mais une légère instabilité apparaît derrière chaque certitude, comme si le sol restait solide, mais que tu savais désormais qu'il pourrait ne pas l'être absolument. La physique n'a pas prouvé que le monde est un rêve. Elle a simplement retiré les fondations qui permettèrent d'affirmer qu'il ne l'est pas. Elle a ouvert un espace de doute, un territoire où les anciennes certitudes ne tiennent plus et où une nouvelle compréhension reste à découvrir. Et dans cet espace, une question persiste, impossible à ignorer complètement. Si la réalité dépend en partie de la manière dont elle est observée, alors qui ou quoi rêve réellement ce monde ? Le rêveur et le réveillé. Quelque chose en toi traverse tous les états sans jamais s'y perdre complètement. Tu changes de décor, de corps, d'identité, d'émotion, mais une présence demeure, discrète, presque invisible,
comme un fond silencieux que tu ne remarques pas tant qu'il ne t'échappe pas. Cette présence ne parle pas, ne commente pas, ne se montre pas. Elle regarde, elle enregistre. Elle est là lorsque tu rêves. Elle est là lorsque tu t'éveilles. Elle est là même lorsque tu ne sais plus qui tu es. Et pourtant, tu ne t'identifies presque jamais à elle. Tu t'identifies à ce qu'elle observe. Lorsque tu rêves, tu deviens le personnage du rêve. Tu vis à travers lui, tu ressens ses émotions, tu crois à son histoire, tu ne doutes pas. Tu es absorbé, le monde du rêve devient ton monde et ton identité s'y adapte sans résistance. Puis vient le réveil, le décor disparaît, le personnage se dissout et tu te dis « ce n'était qu'un rêve ». Mais celui qui dit cela était déjà là pendant le rêve. Ce n'est pas le personnage qui s'est réveillé, c'est le témoin qui a reconnu un changement d'état. Cette distinction est subtile, mais elle change tout, car elle révèle que ce que tu appelles « toi » n'est pas fixe. Tu es tantôt le rêveur, tantôt le réveillé, tantôt le personnage, tantôt l'observateur. Mais derrière ces rôles, une continuité demeure. Une conscience qui ne change pas, même lorsque tout le reste se transforme. Cette conscience n'a pas de forme. Elle ne peut pas être vue comme un objet. Elle ne peut pas être pensée complètement, car elle est ce qui voit et ce qui pense. Elle est le point d'origine de toute expérience, mais elle n'apparaît jamais comme une expérience elle-même. Elle est toujours en arrière-plan, toujours présente, mais rarement reconnue. Lorsque tu dis « je », à quoi fais-tu référence? À ton corps, à ton histoire, à tes pensées. Pourtant, tout cela change. Ton corps évolue, tes souvenirs se transforment, tes idées apparaissent et disparaissent. Si ton identité reposait uniquement sur ces éléments, tu serais différent à chaque instant. Et d'une certaine manière, tu l'es. Mais une impression de continuité persiste. Une sensation d'être le même, malgré les transformations. Cette sensation ne vient pas des contenus, elle vient du témoin. Ce témoin ne participe pas directement. Il ne choisit pas, ne juge pas, ne modifie pas. Il observe. Et dans cette observation, il donne une existence aux choses. Ce qui est vu existe pour lui. Ce qui n'est pas vu disparaît. Mais lui-même ne disparaît jamais. Il est constant. Lorsque tu rêves, ce témoin est là. Il regarde la scène, même si tu ne t'en rends pas compte. Lorsque tu te réveilles, il continue de regarder. Le monde change, mais lui reste. Alors la différence entre rêve et éveil ne concerne pas le témoin. Elle concerne ce qu'il observe. Si les contenus changent, mais que le regard reste identique, alors où se situe la réalité? Dans ce qui apparaît ou dans ce qui perçoit? Si tu t'identifies au contenu, tu passes d'un état à un autre sans comprendre ce qui se joue. Mais si tu te tournes vers ce qui regarde, une autre stabilité apparaît. Une stabilité qui ne dépend pas du monde, ni du rêve, ni de l'éveil. Ce déplacement est dérangeant, car il retire à ton identité habituelle sa solidité. Tu n'es plus seulement celui qui agit, qui pense, qui ressent. Tu es aussi celui qui observe tout cela, et ce aussi finit par devenir central. Peu à peu, ce que tu considérais comme ton identité principale devient un phénomène parmi d'autres. Une apparition dans le champ de la conscience. Alors une question émerge, silencieuse mais inévitable. Si tu es ce témoin, pourquoi t'identifies-tu autant à ce qu'il observe? Pourquoi te prends-tu pour le personnage du rêve, même lorsque tu es éveillé? Parce que l'identification est automatique, elle ne demande aucun effort. Elle se produit dès que l'expérience apparaît. Tu te colles à ce que tu vis, tu deviens ce que tu ressens. Et dans cette fusion, tu oublies le regard lui-même. Tu oublies que tu es celui qui voit, et non seulement ce qui est vu. Le réveil véritable ne consiste peut-être pas à sortir du rêve, mais à reconnaître ce témoin pendant que le rêve continue.
à voir sans se perdre, à vivre sans se confondre, à être présent sans être enfermé dans ce qui apparaît. Alors la distinction entre rêve et éveil commence à s'effacer, car ce qui les rend différents n'est plus essentiel. Ce sont deux contenus, deux formes, deux scénarios. Mais le regard qui les traverse est le même. Et ce regard devient le point de référence. Tu peux rêver en sachant que tu rêves. Tu peux vivre en sachant que tu vis une expérience. Cette lucidité ne détruit pas l'expérience, elle la transforme. Elle introduit une distance, une clarté, une liberté nouvelle. Le monde ne disparaît pas. Il continue d'exister, avec ses lois, ses émotions, ses événements. Mais il perd son caractère absolu. Il devient une scène observée et non une prison subie. Ce que tu appelles réveil pourrait n'être qu'un changement de décor, un passage d'un rêve à un autre, plus stable, plus cohérent. Mais le véritable réveil serait ailleurs. Il serait dans la reconnaissance de ce qui ne change jamais, de ce qui observe tous les changements sans être affecté. Et dans cette reconnaissance, une paix étrange peut apparaître. Non pas une paix émotionnelle, fragile, dépendante des circonstances, mais une paix plus profonde, liée à la stabilité du témoin. Une paix qui ne dépend pas de ce que tu vis, mais de ce que tu es en train de voir. Alors, la question « suis-je éveillé ou en train de rêver ?» perd peu à peu son importance, car elle concerne les contenus, elle concerne les formes. Et toi, peut-être, tu n'es ni l'un ni l'autre, tu es ce qui les traverse. Et si cela est vrai, même partiellement, alors une autre question devient plus essentielle. Qui regarde en ce moment même ces mots et n'a jamais cessé de regarder, quels que soient les mondes qu'il traverse? Les indices du rêve caché. Parfois, le monde semble répondre avant même que la question ne soit formulée. Une pensée traverse l'esprit, et presque immédiatement, une rencontre, une phrase, un signe vient lui faire écho. Comme si quelque chose avait entendu, comme si la réalité elle-même possédait une forme d'écoute invisible. Ces instants sont souvent ignorés, classés dans la catégorie du hasard ou de la coïncidence. Pourtant, lorsqu'ils se répètent avec une précision troublante, une autre lecture devient possible. La sensation de vivre dans un rêve éveillé ne surgit pas comme une révélation brutale. Elle s'infiltre. Elle apparaît dans les interstices du quotidien, dans ces moments où la logique semble légèrement déplacée, sans être totalement brisée. Un regard croisé au moment exact où tu pensais à une personne. Un événement improbable qui s'aligne avec une intention silencieuse. Une suite de faits qui semblent trop organisés pour être complètement aléatoires. Ces phénomènes ne prouvent rien, mais ils interrogent. Dans le rêve nocturne, ce type de correspondance est normal. Le monde répond à l'état intérieur sans délai, sans filtre. Une peur peut transformer l'environnement. Un désir peut faire apparaître une scène entière. La pensée et la réalité sont intimement liées, sans distance apparente. Rien ne semble séparer. Tout semble répondre à tout. Alors, une question dérangeante surgit lorsque ces dynamiques apparaissent dans l'éveil. Et si la structure du rêve ne s'était pas interrompue? Et si elle continuait, mais sous une forme plus stable, plus discrète, moins visible? Les synchronicités deviennent alors des indices ambigus. Elles ne sont pas des preuves, mais des points de friction dans la perception ordinaire. Des moments où le hasard perd sa neutralité apparente, où l'enchaînement des événements semble chargé d'une intention implicite. Le monde ne parle pas, mais il répond. Et cette réponse ne vient pas de l'extérieur, mais de la relation entre ce qui est perçu et celui qui perçoit. Certains événements paraissent trop parfaitement ajustés pour être purement fortuits. Une phrase entendue au moment exact où elle résonne avec une pensée intérieure. Un livre qui tombe sur une page correspondant à une question non formulée.
une rencontre inattendue qui modifie le cours d'une réflexion silencieuse. Pris isolément, chaque événement peut être rationalisé, mais leur accumulation crée une impression différente, une impression de dialogue caché entre la conscience et le monde. Dans cette perspective, le réel cesse d'être une succession d'événements indépendants. Il devient un tissu relationnel, une trame où les éléments semblent interagir avec l'état intérieur de celui qui les observe, comme si la frontière entre intérieur et extérieur n'était pas aussi solide qu'elle le paraît. L'expérience du déjà-vu s'inscrit dans cette même zone trouble. Ce sentiment étrange d'avoir déjà vécu exactement ce moment sans pouvoir le situer dans le passé. Une scène qui semble se répéter, mais sans origine identifiable, comme une résonance entre deux instants qui ne devraient pas être connectés. Ce phénomène laisse une trace fugitive, une impression de décalage entre la mémoire et l'expérience immédiate. Certains y voient une simple anomalie cognitive, d'autres y perçoivent une faille dans la linéarité du temps, comme si le présent contenait parfois une empreinte d'un autre présent superposé, légèrement décalé, une cicatrice subtile entre deux niveaux de réalité. Lorsque ces indices s'accumulent, une sensation plus large peut émerger, celle que la réalité n'est pas entièrement opaque, qu'elle laisse transparaître par moments une structure plus souple, plus sensible, presque réactive, comme si elle n'était pas totalement extérieure, mais en dialogue constant avec l'état de conscience qui la traverse. Dans un rêve lucide, ces anomalies sont des portes. Elles permettent de reconnaître que l'on rêve. Un détail impossible, une incohérence physique, une rupture logique suffit parfois à éveiller une autre forme de présence à l'intérieur du rêve lui-même. Et à partir de là, le rêve change de nature. Il devient espace d'exploration plutôt que d'oubli. L'éveil dans le quotidien pourrait fonctionner selon une logique similaire. Les indices ne sont pas là pour prouver définitivement que tu rêves éveillé. Ils sont là pour troubler la certitude que tu ne rêves pas. Ils introduisent une faille dans la rigidité de la perception, une ouverture vers une lecture moins figée du réel. Mais cette ouverture demande une vigilance particulière, non pas une vigilance tendue, mais une attention fine, presque silencieuse. Observer sans conclure trop vite. Remarquer sans enfermer dans une explication définitive. Laisser les événements apparaître sans les réduire immédiatement à des causes fixes. Car dès que l'esprit referme trop vite l'interprétation, l'indice disparaît. Il devient anecdote, hasard, coïncidence ordinaire. Mais lorsqu'il est laissé ouvert, il continue de raisonner. Il devient une question vivante, une tension dans la perception. Tester la réalité ne signifie pas la remettre en cause de manière systématique. Cela signifie observer ces incohérences subtiles, ces glissements imperceptibles, ces moments de fluidité inattendue, comme on teste la solidité d'un rêve en essayant de lire un texte 2 fois ou en observant la stabilité d'un objet. Dans l'éveil, ces tests ne donnent pas toujours des résultats spectaculaires, mais ils modifient la qualité de l'attention. Petit à petit, une sensibilité nouvelle peut apparaître, une manière différente de traverser les événements, moins automatique, plus attentive aux correspondances invisibles, moins enfermée dans une causalité rigide, plus ouverte à une logique plus souple, plus symbolique. Et dans cette ouverture, le monde ne devient pas moins réel. Il devient plus étrange, plus vivant, moins mécanique. Comme si quelque chose le traversait constamment, reliant les éléments entre eux par des fils invisibles que seule une attention particulière peut percevoir. Mais cette perception n'impose aucune conclusion définitive. Elle ne dit pas ce qu'est la réalité. Elle indique seulement que ce que tu appelles réalité pourrait être plus complexe, plus subtil,
plus interconnecté que ce que la pensée ordinaire laisse apparaître. Alors, les indices du rêve caché ne sont pas des preuves. Ils sont des invitations, des perturbations douces dans la certitude, des rappels discrets que le monde n'est peut-être pas aussi séparé, aussi stable, aussi figé qu'il en a l'air. Et si tu continues à observer sans te précipiter vers une explication, une autre sensation peut émerger. Une sensation étrange, presque oubliée, celle que quelque chose, ici même, en ce moment, est en train de répondre à ta manière de regarder. L'éveil dans le rêve. Quelque chose en toi pressent qu'il ne suffit pas de comprendre que tout pourrait être un rêve pour en être libéré. Cette intuition dérange, car elle révèle une différence essentielle entre savoir et voir. Tu peux accumuler des idées, des théories, des perspectives, mais tant que ton regard reste identique, le monde ne change pas de nature. Il continue de s'imposer comme une évidence, comme une structure solide dans laquelle tu évolues sans distance. Alors la question se déplace. Si ce que tu vis est un rêve plus dense, où se trouve la sortie? Mais cette question porte déjà une erreur subtile. Elle suppose qu'il existe un ailleurs, un extérieur, un point fixe hors du rêve, à partir duquel tu pourrais te réveiller définitivement. Or, ce que tu appelles sortie pourrait lui-même être une nouvelle scène, un autre niveau, une autre couche d'expérience. Ce que tu nommes éveil pourrait n'être qu'un déplacement à l'intérieur d'une structure plus vaste, et non une rupture totale. Certains ont parlé de basculement, non pas comme un changement spectaculaire du monde, mais comme un déplacement radical du point de vue. Le monde peut rester identique, les formes peuvent continuer d'apparaître, les événements peuvent suivre leur cours. Mais ce qui change, c'est la manière dont ils sont perçus. Une distance surgit, une clarté nouvelle s'installe, et soudain, ce qui semblait absolu devient relatif. Ce qui semblait solide devient traversé par quelque chose de plus profond. Dans un rêve lucide, tu prends conscience que tu rêves sans sortir du rêve. Tu continues à voir les formes, à entendre les sons, à interagir avec l'environnement, mais tu sais que tout cela est une construction. Cette lucidité transforme l'expérience. Elle introduit une liberté. Tu peux agir différemment, explorer, jouer avec les règles, mais tu es toujours à l'intérieur du rêve. Ce que certains appellent éveil va plus loin. Ce n'est pas seulement reconnaître que l'on rêve, c'est voir que le rêve lui-même apparaît dans quelque chose de plus vaste. Ce n'est plus le personnage qui devient lucide, c'est la structure entière de l'expérience qui est perçue comme transitoire. Une désidentification plus profonde se produit. Non seulement tu cesses de te prendre pour le personnage, mais tu cesses aussi de te prendre pour le rêveur en tant qu'entité séparée. Ce basculement n'est pas confortable, il ressemble à une disparition. Non pas une disparition physique, mais une dissolution des repères. Ce que tu croyais être stable se révèle fragile. Ce que tu croyais être toi se révèle construit. Et dans cette perte, une peur peut surgir, une résistance, car tout ce qui constitue ton identité semble menacé. C'est pourquoi certains ont décrit ce passage comme une mort. Non pas une fin biologique, mais une fin symbolique. La fin d'une manière d'exister, la fin d'une identification. Ce qui meurt, ce n'est pas la vie, c'est l'idée que tu te fais de toi-même. Et cette idée peut être profondément enracinée. Elle s'accroche, elle résiste. Mais au-delà de cette résistance, quelque chose d'autre peut apparaître. Une présence plus vaste, plus silencieuse, qui n'a pas besoin de se définir. Une conscience qui ne dépend pas des formes qu'elle traverse. Une stabilité qui ne repose pas sur des repères extérieurs. Certains témoignages parlent d'une disparition du monde, non pas au sens où les objets cesseraient d'exister,
mais au sens où leur caractère absolu s'effondre. Ils deviennent transparents. Ils apparaissent comme des expressions, des manifestations, des mouvements dans un champ plus large. Et ce champ devient plus réel que ce qu'il contient. Dans cette perspective, l'éveil ne consiste pas à quitter le monde, mais à voir à travers lui, à reconnaître qu'il est une apparence, sans pour autant le nier, à vivre pleinement l'expérience, tout en sachant qu'elle n'est pas ultime. Mais une question persiste, subtile, presque insaisissable. Et après, si tu te réveilles de ce rêve, y a-t-il un autre niveau, une autre couche, une autre structure encore plus profonde? Cette possibilité introduit une vertigineuse récursion, comme des miroirs face à face, reflétant à l'infini des images de plus en plus éloignées de leur origine. Chaque éveil pourrait être suivi d'un autre. Chaque sortie pourrait révéler une nouvelle entrée. Et la recherche d'un point final, d'une réalité ultime, devient incertaine. Peut-être que l'erreur consiste à chercher une fin. Peut-être que la réalité n'est pas une structure à quitter, mais une dynamique à reconnaître. Peut-être que l'éveil n'est pas un état définitif, mais une capacité à voir à travers les états. Alors la question « où est la sortie ?» perd de sa force. Elle suppose un enfermement total. Mais si tu peux déjà voir les limites de ce que tu vis, si tu peux déjà percevoir les indices d'un rêve plus large, alors tu n'es plus complètement enfermé. Une partie de toi est déjà en dehors, ou plutôt au-delà. Cette partie ne cherche pas à fuir. Elle regarde, elle reconnaît, elle traverse sans se perdre. Et dans cette traversée, une liberté particulière peut apparaître. Non pas une liberté d'agir sans contrainte, mais une liberté de ne pas être définie entièrement par ce qui apparaît. Le rêve continue, mais il n'a plus la même emprise. Les événements surviennent, mais ils ne te capturent plus totalement. Tu participes, mais sans te confondre. Tu vis, mais avec une distance subtile. Et peut-être que c'est cela, l'éveil dans le rêve. Non pas une sortie spectaculaire, mais une transformation du regard. Une capacité à reconnaître la nature de ce qui est vécu sans chercher à le détruire ni à s'y enfermer. Alors la réalité devient un espace de jeu sérieux, un lieu où chaque expérience est à la fois pleinement vécue et intérieurement détachée. Une scène où tu peux agir, ressentir, aimer, souffrir, tout en sachant que ce que tu traverses n'est pas la totalité de ce que tu es. Et au cœur de cette compréhension, une question reste ouverte, sans réponse définitive, mais impossible à ignorer. Si chaque réveil peut être suivi d'un autre, alors qu'est-ce qui, en toi, ne dort jamais? Vivre dans le rêve sans s'y perdre. Rester au cœur de l'expérience sans s'y enfermer demande une finesse que peu cherchent réellement. Comprendre que le monde peut être un rêve ne suffit pas à transformer la manière de vivre. Au contraire, cette idée peut devenir un piège si elle est mal intégrée. Elle peut engendrer une distance froide, un détachement vide, une fuite déguisée en lucidité. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Vivre dans le rêve sans s'y perdre ne consiste pas à nier l'expérience, mais à la traverser avec une conscience qui ne s'y attache plus aveuglément. Une légèreté commence à apparaître lorsque les événements cessent d'être perçus comme absolus. Ce qui semblait écrasant devient modulable. Ce qui paraissait définitif devient passager. Non pas parce que la situation change immédiatement, mais parce que le regard qui la porte cesse de la figer. Tu continues à ressentir, à réagir, à t'impliquer, mais une part de toi ne s'effondre plus avec ce qui se produit. Cette part observe, comprend, laisse circuler. Cette légèreté ne rend pas indifférent. Elle rend disponible. Disponible à ce qui est, sans résistance excessive, sans identification totale. Tu n'es plus écrasé par les circonstances, mais tu ne les ignores pas non plus. Tu participes, mais avec une profondeur différente.
comme un acteur qui joue son rôle avec intensité tout en sachant qu'il n'est pas le personnage. Alors une transformation subtile s'opère. Les drames perdent une partie de leur poids, non parce qu'ils disparaissent, mais parce qu'ils ne définissent plus entièrement ton être. Les joies deviennent plus libres, moins attachées à leur durée. Elles ne sont plus des refuges à conserver à tout prix, mais des mouvements à vivre pleinement. Cette manière d'habiter le monde introduit une forme de jeu. Non pas un jeu superficiel, mais un jeu conscient. Tu sais que tu es engagé dans une réalité qui te dépasse et en même temps te traverse. Tu sais que les règles existent, mais qu'elles ne sont pas ultimes. Alors tu explores, tu expérimentes, tu te laisses porter sans te perdre. Mais cette liberté demande une responsabilité particulière. Car si le monde est un rêve partagé, les autres ne sont pas des illusions à ignorer. Ils sont des expériences vivantes, traversées par des émotions réelles dans leur intensité. Leur souffrance est vécue, même si sa nature ultime est incertaine. Et cette souffrance appelle une réponse. La compassion naît naturellement de cette compréhension, non pas comme un devoir moral, mais comme une reconnaissance. L'autre n'est pas séparé de toi autant que tu le crois. Ce qu'il traverse résonne avec ce que tu pourrais traverser. Aider ne devient plus une obligation, mais une évidence, une manière de répondre à la vie elle-même sous une autre forme. Aider dans ce contexte ne signifie pas corriger un monde imparfait. Cela signifie accompagner une expérience, alléger une douleur, offrir une présence. Tu ne cherches plus à réparer définitivement, mais à soutenir temporairement. Car tu sais que tout est en mouvement, que rien ne peut être figé. Cette vision transforme également le rapport à la création. L'art, le mythe, l'imaginaire cessent d'être des échappatoires. Ils deviennent des expressions conscientes du rêve, des sous-rêves à l'intérieur du rêve, où la créativité révèle la nature fluide de la réalité. Créer, c'est reconnaître que le monde lui-même est une création en cours, une œuvre en perpétuelle transformation. Lorsque tu écris, peins, inventes, racontes, tu participes à cette dynamique. Tu ajoutes des formes à un champ déjà vivant. Tu explores des possibilités. Tu donnes naissance à des mondes qui, même imaginaires, ont un impact réel sur ceux qui les traversent. Cette capacité à créer rappelle que la réalité n'est pas figée. Elle est malléable à différents niveaux. Et même si le monde matériel semble plus stable, il reste traversé par des influences invisibles, des idées, des émotions, des intentions qui modifient subtilement la trame des événements. Alors vivre dans le rêve sans s'y perdre devient un art, un équilibre délicat entre engagement et distance, entre intensité et légèreté, entre présence totale et liberté intérieure. Cette posture ressemble à celle d'un funambule. Il avance sur un fil, conscient du vide apparent, mais sans peur excessive. Non pas parce qu'il est inconscient du danger, mais parce qu'il a intégré une autre forme de stabilité. Une stabilité intérieure qui ne dépend pas uniquement du sol sous ses pieds. Le monde peut trembler, les événements peuvent basculer, les repères peuvent se transformer, mais quelque chose en toi reste stable, non pas immobile, mais non dépendant. Cette stabilité permet de continuer à avancer, même lorsque les circonstances changent. Et dans cette avancée, une joie particulière peut apparaître. Une joie qui ne dépend pas des résultats, mais de la qualité de la présence. Une joie d'être là, au cœur de l'expérience, sans être enfermé dans ses formes. Cette joie n'est pas constante. Elle n'est pas un état permanent. Elle surgit par moments comme un rappel, un signe que quelque chose en toi a compris sans avoir besoin de mots. Alors vivre dans le rêve sans s'y perdre ne consiste pas à atteindre un état parfait. Cela consiste à se rappeler, encore et encore, la nature mouvante de ce qui est vécu, à revenir à cette lucidité,
même lorsque l'identification reprend, car elle reprendra. Les émotions redeviendront intenses. Les événements sembleront à nouveau lourds. L'oubli reviendra. Et c'est normal. Le rêve est puissant. Il attire, il absorbe, il fascine. Mais chaque rappel, chaque instant de lucidité, chaque regard différent affaiblit légèrement cette emprise. Pas pour détruire le rêve, mais pour le rendre plus transparent. Alors tu continues à vivre, à aimer, à agir, à créer, mais avec une conscience qui ne se ferme plus complètement. Une ouverture demeure, une fissure dans la certitude, et dans cette fissure, une liberté discrète s'installe, une liberté de traverser le rêve sans s'y perdre totalement, une liberté de jouer le jeu, tout en sachant, quelque part, que ce n'est qu'un jeu plus vaste que ce que tu avais imaginé. La nuit et le jour, un seul rêve. Une séparation invisible structure ton expérience depuis toujours. D'un côté, ce que tu appelles le jour, stable, cohérent, partagé. De l'autre, ce que tu nommes la nuit, instable, fluide, intime. Tu passes de l'un à l'autre sans y penser, comme si une frontière réelle existait entre ces deux mondes. Pourtant, rien ne prouve qu'ils soient aussi distincts qu'ils en ont l'air. Tout indique même le contraire. Le passage entre veille et sommeil ne ressemble pas à une rupture nette. Il est progressif, glissant, presque imperceptible. Les formes se déforment, les pensées deviennent images, la logique se dissout lentement. Tu ne quittes pas brutalement un monde pour entrer dans un autre. Tu changes de fréquence, de densité, de mode de perception. Et ce glissement se produit chaque nuit sans que tu le questionnes réellement. Ce que tu vis pendant la journée semble plus solide simplement parce qu'il est partagé et répétitif. Les lois y paraissent inconstantes, les objets y reviennent à leur place, les autres confirment ce que tu perçois. Mais cette stabilité n'est peut-être qu'une cohérence renforcée, une continuité maintenue par une mémoire commune et des habitudes profondes. Elle ne prouve pas une nature différente, seulement une organisation plus rigide. La nuit, cette rigidité se relâche, les formes deviennent malléables, le temps perd sa structure, l'identité se transforme. Tu peux être plusieurs personnes, vivre plusieurs vies, traverser des espaces impossibles. Et pourtant, pendant le rêve, tu n'es pas choqué. Tu acceptes cette fluidité comme normale. Ce n'est qu'au réveil que tu la juges incohérente. Alors une question s'impose avec une précision troublante. Pourquoi considères-tu l'un comme réel et l'autre comme illusoire, alors que les deux sont vécus avec la même intensité au moment où ils se produisent? Cette question ne cherche pas à nier la différence apparente entre veille et sommeil. Elle cherche à révéler leur continuité, car ces deux états ne sont peut-être que des expressions différentes d'un même processus, une même conscience qui se déploie selon des modalités variées. Le rêve nocturne ne disparaît pas au réveil, il laisse des traces, des émotions, des images, des impressions qui influencent ton état diurne. Une peur vécue la nuit peut colorer ta journée. Une intuition apparue dans le sommeil peut orienter tes décisions. Le rêve continue de vivre en toi même lorsque tu es éveillé. Et l'inverse est tout aussi vrai. Ce que tu vis pendant la journée nourrit tes rêves. Tes préoccupations, tes désirs, tes tensions, tes souvenirs se transforment en scènes nocturnes. Le rêve n'est pas séparé de ta vie éveillée. Il en est une extension, une transformation, une réorganisation. Ainsi, un cycle se dessine. Le jour alimente la nuit transforme le jour. Une boucle continue où chaque état influence l'autre sans interruption réelle. Tu ne passes pas d'un monde à un autre. Tu te déplaces à l'intérieur d'un seul et même champ d'expérience. Cette continuité remet en question la frontière que tu croyais évidente.
Elle suggère que la distinction entre réel et irréel pourrait être relative, dépendante du point de vue, du niveau de stabilité, de la cohérence interne. Alors une idée nouvelle peut émerger, lente mais persistante. Et si ta vie entière était une forme de rêve lucide en devenir? Non pas un rêve dont tu peux sortir définitivement, mais un rêve que tu peux apprendre à traverser avec conscience. Cette perspective ne retire rien à l'intensité de l'expérience. Elle ne diminue pas les émotions, les relations, les événements. Elle change simplement leur statut. Ce que tu vis reste réel dans son effet, mais il devient illusoire dans sa nature ultime. Et tenir ces deux vérités en même temps demande une intelligence particulière, car l'esprit cherche souvent à choisir. Soit tout est réel, soit tout est illusion. Mais cette opposition est peut-être une simplification. La réalité pourrait être double, à la fois concrète et insaisissable, stable et fluide, présente et transitoire. Tenir cette double vision ne signifie pas vivre dans la confusion. Cela signifie accepter une complexité que la pensée ordinaire évite. Cela signifie reconnaître que ce que tu touches est réel à un niveau et irréel à un autre. Que ce que tu ressens est authentique, même si son origine ultime reste incertaine. Cette position transforme profondément la manière de vivre. Tu ne rejettes plus le monde, mais tu ne t'y enfermes plus non plus. Tu participes sans te perdre. Tu ressens sans te fixer. Tu agis sans t'identifier totalement. Le jour et la nuit cessent alors d'être opposés. Ils deviennent complémentaires. Deux mouvements d'une même respiration. Deux expressions d'une même conscience qui explore ses propres possibilités. Chaque réveil n'est plus une sortie du rêve, mais un changement de tonalité. Chaque endormissement n'est plus une fuite, mais une immersion dans une autre dimension du même champ. Et entre les deux, une continuité invisible se maintient. Cette continuité est peut-être ce que tu es réellement. Non pas les images qui apparaissent, mais ce qui les traverse. Non pas les états qui changent, mais ce qui les observe. Alors, vivre devient autre chose. Non pas une quête pour atteindre une réalité définitive, mais une exploration consciente de formes changeantes. Une navigation entre différentes densités d'expérience. Une capacité à reconnaître, au cœur même de l'illusion, une vérité plus profonde. Et cette vérité n'a pas besoin d'être formulée. Elle se ressent dans certains instants. Lorsque le monde semble à la fois totalement présent et étrangement léger. Lorsque tu es là, pleinement engagé et en même temps libre intérieurement. Ces instants ne durent pas toujours. Ils apparaissent, disparaissent, reviennent. Mais chacun d'eux laisse une trace, une ouverture, une possibilité de voir autrement. Alors peut-être que la véritable transformation ne consiste pas à quitter le rêve, mais à l'habiter différemment, à marcher dans le jour avec la conscience de la nuit, à traverser la nuit avec la mémoire du jour, et à reconnaître, sans avoir besoin de le prouver, que ce que tu appelles ta vie pourrait être un seul et même rêve, changeant de forme, de rythme, de densité, mais jamais séparé de ce qui le perçoit. Un doute s'est ouvert, presque imperceptible, puis il s'est élargi jusqu'à devenir vertige. Ce que tu appelais réalité a perdu sa rigidité, et ce qui semblait stable a révélé une profondeur inattendue. Pourtant, rien n'a réellement disparu. Le monde est toujours là, les formes continuent d'apparaître, les expériences se poursuivent, mais quelque chose en toi a changé. Une distance s'est installée, une clarté discrète qui ne cherche plus à trancher entre illusion et vérité. Peut-être que se réveiller n'est pas une fuite hors du rêve. Peut-être que la véritable liberté consiste à y rester, tout en sachant ce qu'il est, à marcher au cœur de l'expérience sans s'y enfermer. Ce soir, lorsque le sommeil viendra,
ne le considère pas comme une rupture, vois-le comme un passage. Et souviens-toi que ta journée, avec ses certitudes et ses émotions, était déjà une autre forme de rêve. Demain, au premier instant du réveil, observe cette brèche fragile où ton identité hésite encore. C'est là, dans cet espace sans nom, que quelque chose respire sans avoir besoin d'être défini.